Imagine. Des centaines de milliers d'ouvriers créent 2 îles artificielles dans l'océan. Puis, ils y construisent un grand aéroport. Environ 30 millions de passagers par an l'utiliseront à l'avenir. Les ingénieurs sont confrontés à de nombreux problèmes pendant le processus de construction, mais ils parviennent à les résoudre. Le coût initial de l'aéroport est d'environ 8 milliards de dollars. Au fil du temps, les dépenses augmentent pour atteindre 20 milliards de dollars. Il fait partie de la liste des 30 aéroports les plus fréquentés de toute l'Asie. Tout le monde est heureux, célébrant l'achèvement réussi de la construction et puis, il commence à couler. Les 20 milliards de dollars s'enfoncent lentement au fond de l'océan. Bien sûr, personne ne veut laisser une telle somme d'argent couler. Les ingénieurs commencent à élaborer un plan pour sauver l'aéroport. Mais revenons au tout début et découvrons comment cela a été rendu possible en premier lieu. Tout a commencé en 1964, près de la ville japonaise d'Osaka. Cette année-là, le premier avion a atterri sur le territoire du nouvel aéroport international d'Itami. Le vol a été un succès. Tout le monde était heureux, mais il y avait un problème. L'aéroport était situé près d'une zone résidentielle, et le premier avion y passait devant les fenêtres des habitants. Bien sûr, le bruit des turbines a agacé les gens, qui ont donc protesté. Ils ont organisé des manifestations de masse et ont déposé des centaines de recours pour demander la fermeture de l'aéroport ou une indemnisation. Pendant ce temps, le nombre de vols augmentait chaque jour. Le mécontentement des gens grandissait aussi, et le tribunal a partiellement satisfait leurs demandes. Certains ont reçu une compensation financière pour des dommages moraux, et d'autres ont obtenu une nouvelle maison dans une autre région. Bien sûr, tout cela a coûté beaucoup d'argent aux autorités. Les années ont passé, et comme de plus en plus de compagnies aériennes utilisaient Itami, la charge sur l'aéroport augmentait. Des millions de personnes y transitaient chaque année. Mais un seul aéroport n'était pas suffisant pour la ville qui se développait rapidement. Le ministère des Transports du Japon a décidé de construire un nouvel aéroport, plus grand. Il souhaitait acheter des terrains près de la ville pour utiliser toutes les communications et infrastructures de transport. Construire un aéroport à un tel endroit serait un investissement très rentable. Le nouvel aéroport était censé devenir une extension de l'ancien, en interaction étroite avec la ville. Et c'est là qu'ils ont rencontré les vrais problèmes. Le terrain où ils comptaient commencer la construction s'est avéré très cher. Ils se souvenaient aussi de toutes les protestations et des compensations qu'ils avaient dû verser. Ils savaient que les habitants seraient à nouveau en colère. Beaucoup d'entre eux devraient être relogés dans de nouvelles maisons. Les litiges causés par le bruit de l'aéroport pourraient durer de nombreuses années et coûteraient beaucoup d'argent. Ça ne serait donc pas rentable. De plus, l'aéroport aurait un effet négatif sur l'environnement. Donc, après quelques discussions, ils ont décidé de construire un nouvel aéroport à quelques kilomètres de la ville. De cette façon, les avions n'auraient pas à survoler les zones résidentielles. L'emplacement était parfait, mais il y avait un petit problème. L'aéroport devrait être construit sur l'eau. Les ingénieurs étaient convaincus de pouvoir mener à bien cette tâche. Ainsi, en 1987, la construction de l'aéroport international du Kansai a commencé. Cependant, ils devaient d'abord construire une île artificielle. Une seule n'était pas suffisante selon le projet. Alors, ils ont décidé d'en créer 2. Ils se sont dit que la construction serait moins chère de cette façon. Tout d'abord, les géomètres, ainsi que les ingénieurs et autres experts, ont mené une étude approfondie des fonds marins. Ils devaient trouver l'endroit idéal pour construire une fondation solide pour la future île. Ensuite, ils ont construit des murs pour protéger le chantier des vagues. Ils ont installé 48 000 blocs de béton et des gravats. Ils ont construit des cellules en acier pesant des centaines de tonnes autour des murs. Ces barrages étaient censés empêcher l'eau de détruire l'île pendant toutes les étapes de la construction. Ils devaient s'assurer que les vagues ne détruiraient pas l'île, alors qu'ils étaient encore en train de la construire. Donc, ils avaient besoin d'un bouclier de protection supplémentaire. Le prix de ce bouclier était d'environ 150 millions de dollars. Ensuite, les travaux complexes de solidification du sol et de pompage de tout le liquide ont commencé. Les constructeurs ont déposé des centaines de milliers de tonnes de sable sur le fond marin argileux. Ils ont créé une épaisse couche supplémentaire de terre en guise de fondation. Mais toute cette terre était humide. C'était comme une éponge qui changeait de forme et pouvait s'effondrer et entraîner l'aéroport avec elle. C'est pourquoi les ingénieurs ont installé plus de 2 millions de tuyaux verticaux dans le sol. Ils ont versé du sable à l'intérieur de chaque tuyau. Parfois, lors de la construction d'autres îles artificielles, les tuyaux sont remplis de tissu.
Tout cela est nécessaire pour absorber l'humidité. Le système fonctionne sur le principe d'un drain vertical. Ensuite, les ouvriers ont retiré les tuyaux, les drains restant alors à l'intérieur du sol. L'étape suivante consistait à ajouter de la terre supplémentaire par-dessus la couche de sable. Les constructeurs ont pris cette terre sur le terrain montagneux de la baie d'Osaka et l'ont transportée sur des barges depuis les villes et les pays voisins. Ils ont mis toute cette terre sur la couche compactée. Puis, la masse de la nouvelle couche a simplement poussé tout le liquide dans le sable moins dense. Là, l'humidité ne pouvait se déplacer qu'horizontalement à cause de la forte pression du dessus. Ensuite, le liquide s'est retrouvé dans les drains verticaux. Puis, il est monté et s'est évaporé. Plus l'humidité sortait, plus le sol se compactait. Il est devenu plus solide et moins sujet à la déformation. La pose de la nouvelle terre a eu lieu par étapes. Il était important de faire une pause pour que chacun des niveaux puisse se renforcer et descendre. Ainsi, couche après couche, les bâtisseurs ont achevé cette étape. Ensuite, ils ont enfoncé 900 colonnes dans le sol et les ont fait reposer sur des vérins hydrauliques pour une fondation solide. Cela permettrait d'ajuster les colonnes au cas où le sol commencerait à s'affaisser. Enfin, ils ont créé les 2 îles artificielles. Les constructeurs ont commencé à installer l'aéroport. La construction à grande échelle s'est terminée en 1994. La même année, l'aéroport a été ouvert. Le bâtiment se dressait fièrement au-dessus de l'océan. Et puis, il a commencé à couler très lentement. Mais ce n'était pas si grave. Selon les analyses de sol en laboratoire et les calculs des ingénieurs, il faudrait environ 50 ans pour que le sol s'enfonce jusqu'à une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette hauteur est le niveau minimum nécessaire à l'exploitation sûre de l'aéroport. Le barrage pourrait se rompre et l'eau inonderait l'aéroport s'il descendait en dessous de 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Autrement dit, l'aéroport deviendrait un endroit dangereux. D'ici là, les ingénieurs trouveraient une solution à ce problème. Mais les choses se sont gâtées bien plus tôt que prévu. À certains endroits, le niveau de la mer a atteint le seuil de 4 mètres en moins de 6 ans après l'ouverture de l'aéroport. Les ingénieurs se sont alarmés pendant la construction en 1990, lorsque la première île s'est enfoncée de 8 mètres au lieu des 6 prévus. La différence était énorme pour un bâtiment aussi colossal. C'est comme si tu achetais une maison à 2 étages, mais que tu ne pouvais vivre que dans un seul. Personne n'aurait pu imaginer que les calculs différeraient autant de la réalité. Pour remédier à la situation, ils ont creusé les parties de l'aéroport qui s'enfonçaient trop vite et ont inséré des plaques de fer directement sous les vérins hydrauliques. Il était possible d'ajuster ces vérins, et les ingénieurs ont donc élevé les colonnes de l'aéroport à la hauteur requise. Le problème était résolu, mais s'agissait-il d'une solution permanente ? Chacune des 900 colonnes est équipée d'un appareil de mesure qui indique tout changement dans les fondations. Les ingénieurs s'attendent à devoir reconstruire les configurations des vérins tous les 2 ans si nécessaire. Il est maintenant impossible de prédire avec précision à quelle vitesse l'aéroport va s'enfoncer. La situation est compliquée, car les bâtiments s'affaissent de manière inégale. Certains scientifiques pensent que la 2e île atteindra la marque des 4 mètres d'ici 2023. Peut-être que cela arrivera plus vite. Mais une chose pareille peut aussi prendre plus de temps. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que le Kansai s'est enfoncé de plus de 12 mètres depuis 1994. Les ingénieurs n'arrêtent pas de renforcer le bâtiment et le barrage de protection. À cause des réparations et des modifications constantes, le coût de l'aéroport augmente. Au moment de son ouverture, il était de 8 milliards de dollars. En 2008, le prix du Kansai avait dépassé les 20 milliards de dollars. Malgré tout, l'aéroport fait parfaitement son travail. Il relie Osaka au reste du monde. Plus de 26 millions de passagers utilisent ces terminaux presque chaque année. Cela en fait l'un des aéroports les plus fréquents du Japon. Réduire la charge ne résoudrait pas le problème de l'enfoncement. La pression est exercée par les ajouts de sable et de terre, pas par l'infrastructure elle-même.